Alors on va rester dans le domaine de la prématurité, voire de l'extrême prématurité, pour parler des nouvelles techniques d'administration du surfactant. Voilà, Lisa ou Insure, et comment choisir et quelle est leur place respective. Donc, pour revenir un petit peu sur l'historique de la prise en charge des nouveau-nés avec une détresse respiratoire, nouveau-nés prématurés, la révolution du surfactant en 1980. Dans les années 2000, la prise de conscience des risques associés à la ventilation mécanique en termes d'évolution vers une maladie chronique de dysplasie bronchopulmonaire. Et donc, début des années 2000-2005, c'est la mise en avant d'une place précoce de la CPAP comme alternative à l'intubation surfactant. Donc, c'est l'ère des études qui ont proposé une prise en charge précoce et en salle de naissance par de la CPAP. Du coup, en décalant éventuellement le surfactant de façon un petit peu plus retardée. Les résultats de ces stratégies de CPAP précoce ont été assez discordantes, en tout cas n'ont pas mis en avant l'avantage clair de la CPAP comme seule stratégie de prise en charge précoce. Et l'hypothèse a été que probablement cette stratégie retardait l'administration du surfactant de quelques heures, et que ça pouvait être une explication à l'absence d'efficacité supérieure sur la stratégie conventionnelle. Donc les principales conclusions des années 2010 en termes de prise en charge de la maladie membranialine, c'est que les prématurés doivent être intubés pour syndrome de détresse respiratoire et bénéficier de surfactants. Cette administration doit se faire le plus tôt possible, et si possible avant 2 heures de vie, et qu'il faut favoriser le sevrage et une extubation rapide. Ça, c'était les conclusions en 2010, oui. Et donc cette association surfactant précoce, extubation et CPAP, extubation rapide et CPAP, en fait, ce sont les composantes de l'INSURE, qui est donc l'acronyme de intubation, surfactant, extubation, qui pouvait paraître une réponse adaptée pour allier ces 3 impératifs. Donc la première description de l'INSURE, ça a été fait en 1994 par le Danois Werner, et puis il y a eu en 2007 une méta-analyse avec quelques études qui ont montré un bénéfice en termes de réduction de la ventilation mécanique de la technique INSURE versus une technique conventionnelle. Mais il reste quand même une intubation, et donc il y a une autre technique qui a vu le jour progressivement, qui est celle de l'administration mini-invasive de surfactant sans intubation. Alors, qui peut se trouver dans la littérature comme la MIS, la Minimal Invasive Surfactant Traitement, ou le LISA, Less Invasive Surfactant Administration. Et donc, qui va tenter de combiner les avantages d'une CPAP précoce et d'un surfactant précoce sans ventilation mécanique. Alors, c'est toujours le même Danois qui a pour la première fois décrit cette stratégie. Donc, rappelez ici que le LISA et l'INSURE sont 2 méthodes d'administration du surfactant, et qu'elles ont les mêmes indications de surfactant qui ne changent pas. Alors ça, c'est les dernières recommandations dont je pense Umberto va parler plus tard, qui sont aujourd'hui la maladie des membranialines, qui est en échec de CPAP seule avec une CPAP à 6 cm d'eau, et pour des besoins d'oxygène définis au-delà de 30%. Alors, si on regarde en pratique la méthode INSURE, donc les enfants sont donc stabilisés, comme on l'a vu précédemment, en CPAP avec une FiO2 supérieure à 30%. Donc, on définit les besoins d'une administration de surfactant. Donc, la préparation du matériel nécessaire, c'est le matériel pour une intubation, le surfactant, le ventilateur pour une ventilation mécanique, qui peut être un ventilateur manuel, en sachant que la prémédication selon le protocole du service, et la citrate de caféine qui va être nécessaire dans les premières heures de vie, donc on va faire si elle n'a pas déjà été faite. Donc la prémédication, la sédation, analgésie et l'atropine. On va donc intuber l'enfant, le ventiler en même temps qu'on instille le surfactant. Enfin, on ventile et récupère, on instille le surfactant, et une extubation rapide. Donc dans la définition de l'INSURE, l'extubation, elle doit survenir le plus tôt possible et au maximum
maximum dans l'heure qui va suivre l'intubation. Et ça, c'est un élément très important, comme on le verra, c'est la difficulté qu'il peut y avoir d'extuber les enfants dans les suites de l'instillation du surfactant. La méthode LISA, elle diffère par le fait qu'on ne va plus intuber les enfants, mais on va administrer le surfactant par l'intermédiaire d'un dispositif dédié, dont le diamètre va être beaucoup plus petit qu'une sonde d'intubation. Donc on peut imaginer que le traumatisme au niveau des cordes vocales et de la trachée est moindre. Et deuxième élément très différent, c'est qu'au travers de ce dispositif, on ne peut pas ventiler les enfants. Donc les dispositifs qui ont été utilisés au cours de ces dernières années d'avènement de cette technique, ça a été historiquement le cathéter artériel, c'est les Australiens d'Argani qui a décrit cette méthode avec ce cathéter. Donc vous voyez qu'il est un tout petit cathéter de 5 French qui est introduit dans la trachée. Et puis il y a eu d'autres dispositifs, il y a la sonde gastrique possible, la sonde d'aspiration, et très récemment, il y a un dispositif dédié qui a été conçu par le laboratoire Chiesi, qui est donc une petite sonde fine, graduée, qui est un petit peu rigide et déformable, et donc qui permet d'introduire ce cathéter dans la trachée par la bouche, et le caractère déformable et relativement rigide fait qu'il est très facile de l'introduire sans pince de magie, donc avec une technique de cathétérisation de la trachée qui est plus simple. Alors, dans la pratique, comment on fait un LISA? Donc l'enfant, pareil, au départ, est stabilisé en CPAP avec une FiO2 supérieure à 30%. Donc, le matériel, c'est donc le matériel d'intubation, sauf le tube, puisqu'il y a à la place le dispositif d'administration, le surfactant, la prémédication. Ça ne change pas, la caféine. Donc, on va prémédiquer l'enfant selon le protocole du service, on en reparlera. Donc, on va introduire ce système dans la trachée. Donc, il y a une laryngoscopie, forcément, pour de visu introduire le dispositif. Et ce qui est très important, c'est que pendant toute cette étape de cathétérisation et d'administration du surfactant, l'enfant va rester ventilé avec la CPAP, et donc poursuite de la ventilation en pression positive. L'instillation du surfactant se fait très lentement, en 2 à 3 minutes, et pour éviter les fuites et la persistance d'une PEP efficace, on va fermer la bouche de l'enfant et donc instiller très progressivement le surfactant. Et dès qu'on a fini l'instillation, on va purger le cathéter avec de l'air et on va immédiatement retirer le dispositif. Donc vous voyez, pas très facile. Donc là, c'est la laryngoscopie avec l'introduction du dispositif. Et vous voyez, une fois que le dispositif est en place, un enfant reste ventilé, on tient le dispositif. Alors la difficulté, c'est qu'on va instiller le surfactant sans contrôle visuel de sa position en intra-trachéale. Et donc il y a un repère qu'il faut avoir fait avant, à peu près approximativement de la bonne longueur. Et c'est vrai que les graduations qui sont établies sur le dispositif de Chiesi est relativement pratique aussi pour ça. Alors si on fait un petit peu un tableau sur les avantages et les inconvénients des deux techniques, pour la méthode LISA, le principal avantage, c'est d'éviter toute ventilation mécanique invasive et le maintien d'une PEP possible pendant toute la procédure. On évalue que le geste est moins traumatique du fait du dispositif. On a le plus souvent pas besoin d'une pince de magie, ça dépend du dispositif choisi. Les inconvénients, c'est qu'on risque, comme le cathéter est introduit sans contrôle de la vie et avec une fixation qui peut être difficile, on risque de bouger et de déplacer le cathéter qui ne va plus être en intra-trachéal et donc faire une instillation en intra-œsophagien.
Le risque aussi, si on pousse trop vite le surfactant, c'est qu'il y ait un reflux du surfactant à l'extérieur de la glotte, hein, donc reflux de régurgitation et donc perte d'un certain volume de surfactant. Et cette technique est relativement, on va dire, enfin nécessite en tout cas une formation particulière des équipes, hein, et donc ça ne s'improvise pas, et donc ça peut être un élément de frein par rapport à une implication et une diffusion dans l'équipe. Il y a forcément une laryngoscopie, et puis la discussion de la sédation et l'analgésie se pose par rapport à un risque d'effets secondaires de la sédation, parce que bien sûr, il faut que les enfants continuent à ventiler spontanément, hein, puisqu'ils ne sont pas ventilés dans les suites du geste. Pour l'INSURE, les avantages, c'est la poursuite possible, justement, en opposition d'une ventilation mécanique si l'enfant a des effets secondaires de la sédation, hein. Il n'a pas de ventilation spontanée efficace après la sédation. On va pouvoir continuer la ventilation jusqu'à ce qu'il récupère sa ventilation spontanée. Il y a possibilité de maintenir la ventilation si on instille le surfactant par un canal latéral, mais ça, il faut disposer de la sonde. Et comme inconvénient, le principal, c'est qu'on va, même si c'est sur une durée brève, poursuivre une ventilation, on va appliquer une ventilation invasive pendant la durée de l'intubation. Et comme je vous disais, parfois, hein, la ventilation peut se prolonger parce que l'enfant a des effets secondaires de sa sédation, ou on décide de poser le cathéter veineux ombilical, donc on traîne un petit peu, et il y a des INSURE qui peuvent se transformer en véritable ventilation mécanique et instillation en mode conventionnel. Il y a toujours une laryngoscopie, et le problème de la sédation analgésie se pose également. Donc, quelle est la meilleure technique? Est-ce qu'on a des éléments de réponse dans la littérature? Certains. Alors, rapidement, ça c'est une méta-analyse qui a comparé 2 à 2 des techniques de ventilation en évaluant comme critère de jugement le décès ou une dysplasie. Donc c'est une méta-analyse en réseau, donc en fait il y a eu 21 études qui ont comparé différents systèmes de ventilation 2 à 2 et qui dans les résultats montrent que si on compare l'INSURE et l'ISA par rapport à une ventilation de référence qui est la ventilation mécanique, on voit que les 2 techniques diminuent en fait le risque de décès ou de dysplasie bronchopulmonaire. Quand on compare les 2 techniques par rapport à la CPAP, on voit que seule la méthode LISA améliore ce devenir de décès ou de dysplasie bronchopulmonaire. Et quand on compare les 2 techniques 2 à 2, hein, on voit qu'il n'y a pas de différence sur cette étude. Donc cette étude a été assez critiquée sur le plan méthodologique, donc ces résultats sont à prendre avec précaution. Il y a une étude randomisée contrôlée qui a comparé vraiment les 2 techniques, LISA versus INSURE, une étude turque, sur une population d'enfants de moins de 32 semaines, qui a montré en fait une réduction en fait de la ventilation mécanique dans le groupe LISA versus INSURE de façon significative, et en résultat secondaire, ils ont même démontré hein, une amélioration de la dysplasie bronchopulmonaire dans le groupe LISA. Et il y a une méta-analyse très très récente qui a repris les études qui avaient comparé les 2 techniques LISA et INSURE. On voit qu'en termes de mortalité et dysplasie bronchopulmonaire, il n'y a pas de différence entre les 2 méthodes. Par contre, en termes de dysplasie bronchopulmonaire ou décès, on voit que la technique, alors TCA c'est fine cathéter administration, donc le LISA, on a une réduction de la dysplasie bronchopulmonaire ou décès par rapport à l'INSURE, et il y a une réduction aussi de la ventilation mécanique appliquée au cours des 72 premières heures. Donc il y a certains éléments qui font penser que la technique LISA est supérieure à l'INSURE dans des populations d'enfants relativement matures, puisque j'ai oublié de vous dire que ces enfants avaient un terme d'inclusion, c'était moins de 32 semaines. Hein. Maintenant, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est au sein de la population la plus immature, qui est probablement celle pour laquelle on a envie hein, au maximum de limiter la ventilation invasive sur des poumons très matures, hein. On a envie de comparer les 2 techniques. Alors ça, il n'y a pas d'études disponibles aujourd'hui, hein,
Mais par contre, il y a des études en population, hein, notamment les Allemands qui font beaucoup d'insure, donc qui ont repris sur une période très, très importante, donc 7 ans, leurs données, et qui montrent, en comparant donc des enfants qui ont une prise en charge sans surfactant, du LISA ou une technique classique, hein, le devenir de ces enfants. Alors bien sûr, ce n'est pas une étude randomisée contrôlée, donc les groupes ne sont pas comparables. On voit bien que les enfants qui n'ont pas besoin de surfactant à la naissance sont plus matures et sont plus gros. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer les enfants qui ont reçu du LISA ou qui ont reçu du surfactant par mode conventionnel. Et donc dans le devenir, on voit que si on compare donc ces deux colonnes 2 à 2, hein, on voit qu'il y a une réduction avec la technique LISA, il y a une réduction des sepsis, il y a une réduction des infections pulmonaires, des hémorragies intraventriculaires de grade sévère, des leucomalacies, de la nécessité de fermer le canal par voie chirurgicale, des rétinopathies, de la dysplasie, de la décès ou dysplasie et des décès. Donc beaucoup d'éléments améliorés par la technique LISA, et à contrario, un élément négatif, puisqu'il y a une augmentation significative des perforations intestinales focales dans les enfants qui ont été traités par le LISA. Autre élément de réponse, toujours les Allemands qui ont là cette fois-ci fait une étude rétrospective cas témoins, en appariant en fait des enfants sur beaucoup d'éléments pour les rendre comparables. Et donc ils ont comparé donc, le LISA versus contrôle. Là aussi, ils montrent une amélioration en termes de dysplasie, en termes d'hémorragie cérébrale, de rétinopathie et sévère et de survie des enfants sans complications. Donc, ces éléments de réponse font penser qu'il y a quand même, pour la population des plus immatures, un bénéfice à la prise en charge avec la technique LISA. Alors ça, c'est en conclusion les recommandations européennes de 2017, que j'ai repris juste sur l'aspect administration du surfactant. La technique InSure était envisagée en échec de la CIPAP quand il y avait besoin de surfactant. Et puis les dernières recommandations qui viennent de paraître donc, il y a quelques mois, où là, la technique LISA est la méthode maintenant qui doit être privilégiée pour l'administration du surfactant chez les enfants qui gardent une ventilation spontanée, donc les enfants qu'on vient de voir. Donc rapidement, la faisabilité, là il n'y a pas beaucoup d'éléments dans la littérature. On sait qu'il y a un risque d'échec là encore si on n'a jamais fait cette technique. Donc il y a un apprentissage à faire, et en termes d'effets secondaires, il y a des effets secondaires décrits qui sont en général ceux rapportés à une administration de surfactant. Donc le message, c'est nécessité de former les opérateurs, et il y a un réel bénéfice à avoir un dispositif qui simplifie la manœuvre, notamment le LISA 4. Juste un petit mot de la sédation. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le débat de la sédation et de la prémédication avant intubation. On sait que c'est un geste douloureux. Il n'y a aujourd'hui pas de protocole recommandé de sédation pour intuber les enfants à la naissance. Il n'y a pas de consensus, on va dire. On ne dispose pas d'une molécule qui nous satisfasse complètement. L'intérêt, c'est bien sûr, avant tout, de prévenir la douleur de l'enfant et de faciliter le geste pour l'opérateur. Mais dans la balance négative, on a peu de recul sur le développement à long terme de ces molécules, et il y a des effets immédiats qui sont décrits avec chacune des molécules dont on dispose, notamment les troubles hémodynamiques et surtout les effets rémanents sur la diminution de la ventilation spontanée dans les minutes qui suivent l'administration de la sédation. Donc, il y a des protocoles variables de sédation prémédication avant le LISA. Quand les études ont été faites, c'est intéressant de voir les études d'évaluation du LISA. Vous voyez que les études randomisées contrôlées, la plupart ne proposaient aucune sédation avant la laryngoscopie du LISA. Il y a des études qui ont montré que c'était possible, cette sédation, notamment titrée, mais qu'elle s'associait quand même à une augmentation des effets secondaires, notamment de la tolérance, avec une augmentation des épisodes de désaturation et de bradycardie. Donc, en conclusion, le LISA et l'InSure sont deux méthodes d'administration du surfactant qui ont été démontrées comme associées à une réduction de la ventilation mécanique.
Il y a plutôt des arguments scientifiques récents qui montrent un bénéfice du LISA versus l'INSURE, mais cette technique nécessite une formation des équipes médicales et paramédicales, et ça reste un geste avec une laryngoscopie, donc on aurait envie d'avoir une perspective d'administration par nébulisation qui n'est pas encore pour aujourd'hui. Donc pour la pratique, ce qu'on peut proposer, c'est que pour les enfants pour lesquels on pense qu'il y a un réel bénéfice à limiter la ventilation invasive, donc j'ai un peu arbitrairement fixé à moins de 30 semaines, et un centre qui est formé à la pratique LISA a proposé le LISA. Pour les centres qui n'ont pas été formés, proposer l'INSURE en attendant la formation. Et pour les enfants qui sont au-delà de 32 semaines, pour lesquels on pense que une ventilation brève n'a pas d'impact sur le devenir respiratoire et pour lequel on privilégie un confort de l'administration et notamment de la sédation analgésie, plutôt préférer une technique INSURE, mais il n'y a aucune recommandation et en ce sens dans la littérature, et l'INSURE n'est pas, l'ISA n'est pas contre-indiqué au-delà de 32 semaines. Je vous remercie.